Salut à tous, bienvenue sur BFT et aujourd'hui on va faire le point sur la première partie de saison de l'OM. Donc voilà, là je vais parler un peu de tout, du mercato de base, de l'histoire avec Rabiot et Jonathan Rowe, du début de saison, de la Ligue des Champions, du coach, des joueurs. Donc on va parler un peu de tout. Euh, alors, pour commencer, on va parler du mercato ouais, commencer par le mercato. Donc déjà, on recrute librement CJ Egan Riley et Angel Gomez. Pourquoi pas? C'est des joueurs libres. Angel Gomez, on a vu sa qualité à Lille, même si à Marseille, c'est compliqué. On en reparlera après. Et Egan Riley, ben, moi personnellement, je l'ai trouvé intéressant. Là, il a l'air d'être sorti de la rotation depuis à peu près 2 mois. Il y a eu des histoires qu'il n'avait pas une hygiène une bonne hygiène de vie, etc. Ça, je sais pas. J'ai pas vu ça. J'ai juste vu passer des trucs comme ça. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? On n'en sait rien. Voilà. Et on a eu le recrutement de Peshao. Avant que, comment dire, et le retour d'Aubameyang gratuitement, je crois qu'il avait résilié son contrat avec Al Qataria en Arabie Saoudite, s'il était là-bas. Voilà. Donc, en fait, déjà le mercato, moi je le trouvais personnellement intéressant, même si pour moi, au début, j'étais pas euh, d'accord pour l'arrivée d'Aubameyang. Pour moi, le retour comme ça me plaisait pas. Je trouvais ça trop. Je voulais un peu de nouveauté, personnellement. Mais en vrai, il m'a surpris. Donc, on en reparlera après. Mais voilà. Peshao, c'était vraiment l'ailier gauche que je voulais. Et pour l'instant, lui aussi, ça va. Je vais pas donner mon avis sur Angel Gomez et comment dire et Egan Riley comme c'est des arrivées libres. Je vais donner mon avis après quand je ferai le point sur chaque joueur. Mais là maintenant, Angel Gomez, j'avais vu qu'il avait fait des trucs pas mal à Lille et Egan Riley, je connaissais pas de base donc je vais pas inventer un avis qui est faux. Pour Peshao, je reviens sur Peshao. Je le voulais parce que je me disais quelqu'un qui stat comme ça. On va me dire que c'est qu'aux Pays-Bas. Il a quand même été homme de match en Ligue des Champions quand il était aux Pays-Bas. Il a joué des contre l'Inter ou l'AC Milan, je sais plus, contre un des Milan où il a été homme du match. Je me disais, faut le tenter, pourquoi pas. Et en fait, il y avait une opposition entre euh, Peshao et Noah Lang. Personnellement, Noah Lang, je le connais pas, je l'ai pas vu jouer, mais arrogant. Donc moi, des joueurs qui se regardent jouer comme ça, qui se prennent pour les Neymar du dimanche, pour les Neymar, alors que ils sont pas capables de faire une saison claire, nette, précise. C'est très bien pour Noah Lang, il est à Naples. Je sais pas ce que ça donne à Naples. Je regarde pas l'ignoble Serie A. Excusez-moi, balle perdue. Mais voilà. Noah Lang, non, moi ça m'intéressait pas. Un joueur comme ça, arrogant, qui se prend pour je ne sais pas qui. Non, en fait. Noah Lang, je pense qu'il a jamais été dans le top 30 des ballons d'or. Et donc, voilà. Bref. Maintenant, on va arriver à la préparation. À la prépa. La prépa, en vrai, était intéressante. On fait un match nul contre Séville. Et après, on bat Aston Villa. Et là, il y a eu un problème, c'est que tout le monde a commencé à s'enflammer. Ouais, on a explosé une première ligue. Et faut se calmer, c'est un match amical. Un match amical, personne ne se donne à fond. Un match amical, on fait des recherches, je peux te sortir des résultats bien surprenants. Hein. De grandes équipes comme le Barça, comme le Real, comme le... Non, j'allais dire comme le Bayern Munich. Le Bayern Munich, ils ont l'habitude de coller des scores un peu à tout le monde, mais il y a des résultats bien surprenants. Et en fait, moi, j'ai pas aimé personnellement cette enflammade, parce que en fait,
les matchs de préparation ne veulent rien dire. Oui, tu vois des choses intéressantes. Moi, ce que j'aime bien les regarder personnellement parce que, en fait, on voit des jeunes jouer. Et c'est ça que moi je trouve intéressant. Euh, on a vu un peu plus de Robinho Vaz, on a vu un peu de Bacola, etc. C'est pour ça que moi j'aime bien regarder les matchs de préparation. C'est qu'on voit les jeunes, on voit un peu les recrues quand ils rentrent 30 minutes sur la fin, qu'est-ce qu'ils peuvent donner, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien regarder un peu les matchs de préparation. Mais les matchs de préparation, c'est des matchs pour se préparer. Ça veut rien dire les résultats. Et moi, il y a une enflammade quand on bat Aston Villa 3-1 avec un but de Greenwood, doublé de Aubameyang, avec son retour et tout. Tout le monde a commencé à s'enflammer. On va parler du match de Rennes là maintenant. Le match de Rennes là, où on voit rien du tout. On en parle. On va vite basculer après sur l'histoire de Adrien Rabiot et Jonathan Roa. Mais voilà. Alors, le match de Rennes, de ce que je me rappelle, on n'a rien vu. Je pense qu'on a eu 0 occasion. Je sais même plus, mais on a fait un match ignoble. Et là, qu'est-ce qu'on apprend le lendemain dans les prochains jours, ce qui sort, c'est que ça a pété un peu dans les vestiaires. T'as Rouli qui reproche un peu à Jonathan Rowe. Peshao était blessé, donc c'était Raoult qui était titulaire, qui reproche à Jonathan Rowe de pas être assez impliqué, de pas avoir. Ok. En fait, quand Rouli parle, faut l'écouter. Dans le sens où Rouli, en fait, c'est notre meilleur joueur depuis la saison dernière. Il n'y a pas eu de discussion. Déjà, l'année dernière, on a désigné meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot, ça c'est une honte. Alors que Rouli est le meilleur gardien de Ligue 1. C'est pas Chevalier. Et pour moi, Rabiot, on va en discuter. Et Rabiot, il y a des matchs où on peut dire, ouais, Rabiot n'a pas été bon. Comme contre Rennes, hein. Rouli, on peut jamais dire ça. Dis-moi, faut vraiment, je pense qu'il n'y a aucun match où Rouli a été mauvais. Et c'est que mon avis, donc, quand Rouli parle, ok, il s'en prend à Jonathan Rowe. Et Rowe n'a pas fait un bon match, de ce que je me souviens. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, derrière, t'as Rabiot qui se lève, qui commence à faire le patron. Mais même lui n'a pas fait un bon match. Même lui n'a pas fait un bon match. Donc, en fait, tout le monde n'a pas été bon. Je le dis, hein, tout le monde a été mauvais. Hein. Mais même lui n'a pas fait un bon match. Et derrière, il vient se permettre d'embrouiller Jonathan Rowe. Ça dégénère, ça part en bagarre. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'institution marseillaise a été forte. Les deux partent. Moi, personnellement, j'aurais pas aimé qu'on dégage Jonathan Rowe sous prétexte qu'il est jeune, que c'est un remplaçant, et qu'on garde Rabiot. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Rabiot, il est parti, et je suis très content. Je suis très content de l'équipe qu'on a aujourd'hui, des résultats qu'on a fait, on en parlera après. Mais c'est ça le problème. Moi, les deux joueurs déconnent. T'as, je crois, Mehdi Benatia qui dit à Rabiot de s'asseoir et qui veut pas. Mais en fait, Rabiot, il se prend pour qui, en fait? C'est ça le truc. Jonathan Rowe, il est parti en silence. Jonathan Rowe, il a accepté qu'il a fait de la merde, excusez-moi du terme, et il est parti en silence. Rabiot, il a déconné. Et ben moi, personnellement, de mon côté, j'aurais pas accepté qu'on garde Rabiot sous prétexte que c'est un joueur d'expérience, année Coupe du Monde, c'est un joueur bon, etc. Et qu'on dégage Raoult pour garder ça. Là, notre problème à Marseille, c'est qu'on manque d'un 10. Et Rabiot, on l'a fait jouer en 10, mais c'est pas un 10. Donc, moi, personnellement, qu'il soit parti, c'est très bien. On va pas parler de l'interview, je crois, sur RTL ou le Phocéen, je sais plus, de Véronique Rabiot parce qu'elle est honteuse. On va pas parler de Véronique, mais faudra un jour ouvrir le dossier Adrien Véronique. Un moment, quand ça va pas au PSG, quand ça va pas à la Juve, quand ça va pas à l'Euro 2021, quand ça va pas à Marseille, c'est pas tout le temps à cause des équipes. Voilà.
Petit point, petit un peu coup de gueule comme ça. Moi, je voulais clairement donner mon avis, mais moi, là, l'institution marseillaise a été forte. Les deux ont fait n'importe quoi. Les deux ont eu un comportement inacceptable et les deux partent. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. Clairement, j'aurais vraiment pas accepté que Rabiot reste. Ça aurait été une hérésie. Aussi fort qu'il soit. Bref. Là, derrière, on perd contre Rennes. Il y a le scandale Rabiot. Il y a les déclarations des derbies, de Benatia, de tout le monde. Un peu, ça va dans tous les sens. On a des informations dans tous les sens. Je vais pas tout vous redire parce qu'il y a des vidéos qui en parlent déjà et moi, je m'en rappelle plus personnellement de tout, mais je m'en rappelle en gros de la globalité. Et c'est pour ça que je donne mon avis aujourd'hui. Derrière, je crois qu'on affronte le PFC. Je sais plus. On gagne, je crois. Si je me trompe pas. Ou le PFC, c'est après. Bref, il y a un match qu'on gagne. Et là, on arrive au troisième match. Et le troisième match, c'est Lyon. Et là, on va parler de Lyon. Et du match contre Lyon. Déjà, il y a un joueur qui nous coûte le match. C'est Balerdi. Tout le monde dit, c'est Egan Riley, il prend un rouge, il fait la faute. Qui fait la mauvaise passe avant? Si je me trompe pas, je pense que c'est sur ce match-là. Qui donne un ballon dégueulasse à Egan Riley, c'est Balerdi. Donc, voilà. Et là, derrière, ça part en bas de combat. Le lendemain, dernière journée du Mercato, ça va dans tous les sens. On a eu la rumeur de Vermeuren qui est venu à Marseille, mais on avait Gertruda, je crois. Après, je crois qu'il y a eu une rumeur Antonio Souza, je sais plus. Mais bref, voilà. Derrière, en une journée, on fait Matt O'Reilly, on fait Pavard, on fait Haggard, on fait Emerson. Quasiment une journée ou en un week-end, on va pas chipoter, voilà. On fait tous ces joueurs-là. Alors, ce qui est intéressant, moi, dans ma logique, ce que j'aurais préféré, c'est que le mercato, on le fasse bien d'avance, comme ça les joueurs ont le temps de s'acclimater, ont le temps de montrer quelque chose en match de préparation, de trouver des automatismes. Mais en fait, il y a une réalité du mercato, c'est que les joueurs, en fin de mercato, sont moins chers. L'Inter voulait se débarrasser de Pavard. Au début, il y avait un certain prix, si je ne me trompe pas. Et en fait, en fin de mercato, l'Inter, ils étaient là, on fait quoi? Ben voilà. Ok. C'est un prêt Pavard. Et il y a beaucoup de prêts, donc je crois que, si je ne me trompe pas, Vermeuren, il y a une option d'achat à 20 millions, un truc comme ça. Faudra la lever. On en parlera après. Haggard, c'est 22 millions. Faudra la lever. Et Pavard, je crois que c'est 15 millions. Pavard, je réfléchis, est-ce qu'on la lève ou pas? Personnellement, j'attends une deuxième partie de saison pour être convaincu ou pas. Mais personnellement, il a été bon, hein. Je dis pas le contraire. Et c'est meilleur que Balerdi. Parce qu'on va en parler de Balerdi après. Et de toute la défense et de tous les joueurs. Mais voilà. Alors, derrière, le championnat continue. Et là, on va arriver au match du Real Madrid. On nous promettait l'enfer. Moi, je me disais, on va se faire plier, on va se prendre un 4-0 monumental. Ça va être merci, au revoir, on va se prendre une valise, il n'y aura pas de discussion. Alors, on arrive, les premières minutes, on prend l'eau. La première mi-temps, je suis, oh là 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 là. Heureusement qu'on a roulé l'un des meilleurs gardiens au monde, il est top 3, facile. Et pour moi, il n'est pas troisième, il est deuxième. Derrière Courtois, parce que Courtois aussi, c'est une dinguerie. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà. Rouli, il nous sort 10 arrêts en première mi-temps. Une dinguerie monumentale. T'as quoi
T'as Greenwood qui fait vraiment un bon match. Alors l'année dernière, on lui reprochait d'être mauvais dans les matchs. Mais là, contre le Real Madrid, à Bernabeu, il est là, il provoque, il essaye, il fait les efforts, il est à la passe décisive pour Wea. C'est très bien. Alors derrière, on se prend un doublé d'Mbappé sur 2 pénaltys. Le premier, il est indiscutable et Kondogbia à la faute, sur Rodrigo. On en parlera après de Kondogbia parce que là, ça commence à devenir scandaleux son niveau. Mais derrière, le deuxième penalty, on se fait avoir. Le deuxième penalty, en fait, on est un peu dans une incohérence. Parce que cette faute de main où genre Medina fait un tacle et tombe et ça lui revient sur la main entre le sol et cette décision est litigieuse dans le sens où en fait il y a des arbitres qui vont te la siffler, il y a des arbitres qui vont pas te la siffler. Et je pense qu'il y a eu là il y a pas longtemps un match pour le Barça contre Séville, je crois. Il y a eu la même histoire, il y a eu plusieurs fois la même histoire où je crois que le Barça il gagne 5-2, 5-3. Il y a eu plusieurs fois les mêmes histoires, les mêmes décisions, où il y a des arbitres qui vont siffler penalty, d'autres qui vont pas siffler penalty. Et là, il y a un problème. Parce que même le corps arbitral s'est excusé après derrière pour dire qu'on a fait, qu'en gros ils se sont trompés. Parce que là, il y a un problème. Parce que là, le Real Madrid est à 10 avec l'ignoble geste de Dani Carvajal sur Rouli. Il lui met un coup de boule, on ne sait pas pourquoi. Voilà, dehors. Mais derrière, attendez. J'ai juste du café et j'en prends et voilà. Mais je reprends. Mais derrière, on se fait avoir sur cette décision. Et c'est ça le problème. Alors, derrière, on va continuer. On va aller jusqu'au deuxième. Non, on va aller au match du PSG. Alors, on gagne contre le Paris, gros match de tout le monde. Franchement, trop bien. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est 3 points qu'on prend. Et bon, après Paris, les joueurs étaient pas dans le match. Hein. Ils étaient tous à la cérémonie du Ballon d'Or, etc. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on prend les 3 points. Il n'y a pas de problème. On a tous été sérieux. Ils ont tous fait un gros match. On n'était pas sur le terrain, mais ils ont tous fait un gros match. Ce qui aurait été plus honteux, c'est qu'on perde 3-4-0 alors que Paris, ils sont en dilettante, ils sont en train de marcher sur le terrain. Parce qu'ils sont tous à la cérémonie du Ballon d'Or. Là, on a gagné 1-0 à Gerd. On en parlera après, mais à Gerd, c'est monstrueux. Derrière, on va aller au match contre l'Ajax où on gagne 4-0. Et là, c'est un peu la révélation Peshao. Parce que Peshao revient de blessure, parce que Peshao, son entrée contre Real Madrid n'a pas été bonne. Après, il revenait de blessure, on ne peut pas lui en vouloir personnellement. Je reviens sur le mercato. J'ai oublié l'arrivée d'Ahmed Junior Traoré. En fin de mercato, je crois. Et où il fait vraiment un gros match contre Lyon. Et je crois que c'est là qu'il se blesse, si je ne me trompe pas. Mais voilà. Excusez-moi, ma vidéo est un peu décousue, je vais un peu dans tous les sens, mais voilà. Après, concernant Ahmed Junior Traoré, comme il a joué pas beaucoup à cause de sa blessure, je vais pas le juger personnellement. J'attends de voir sur la deuxième partie de saison. Derrière, on va continuer avec contre l'Ajax. On gagne 4-0, doublé de Peshao, but de Greenwood et un but d'Aubameyang. On gagne 4-0, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas oublier les débuts de match. Les débuts de match, c'est ce qui nous coûte.
sur cette première partie de saison. C'est ça le problème. Parce que là, début de match, pendant 3 minutes, on voit pas le ballon. Sur les 3-4 premières minutes, il y a 100% de possession pour l'Ajax, chez nous. Derrière, on s'en sort, on gagne, et c'est très bien. Mais on se fait quand même dominer sur la première partie, sur le début de match. Derrière, on va aller au match du Sporting. Et là, on va parler d'un scandale. Et pas forcément d'arbitrage. Parce qu'il y en a tout le monde qui sont là. Oui, l'arbitrage. Oh, la première faute de Emerson, on perd 2-1 contre le Sporting. On doit jamais perdre ce match, objectivement. Alors, la première faute de Emerson. Ok, c'est sévère, le carton jaune. Donc, lui, ce qu'il trouve le mieux de faire, et attention, lui, il se dit quoi? Il se dit, bon, j'ai un carton jaune, allez, avec tous les caméras, la VAR et tout ça, je vais aller me faire une petite simulation dans la surface de réparation adverse. Oh, t'es joueur professionnel, t'es au courant que t'es en 2025, qu'il y a des caméras partout et que tout le monde va sortir des ralentis partout, etc., etc. Moi, personnellement, j'en veux à Emerson pour ce carton rouge. Bête, t'as déjà un carton jaune. T'es un défenseur, déjà. Donc, t'es un latéral gauche. Donc, ton premier rôle, c'est de défendre ton côté. Et toi, tu vas plonger dans la surface adverse pour essayer d'avoir le penalty en 2025. Les simulations, aujourd'hui, ça marche très peu. Ça marche de moins en moins avec toutes les caméras qu'on a, qu'ils ont, etc. Avec, ça marche très très peu. Ce qui marchait dans les années 2000, 2010, parce qu'il n'y avait pas la VAR, ou dans les années 90, ne marche plus forcément aujourd'hui. Là, il y a limite une caméra pour chaque joueur sur le terrain. Donc, à un moment, non. Derrière, on se retrouve à 10 et on perd le match. Alors que le Sporting était clairement à notre hauteur. Alors qu'à un moment, voilà. Ce match, si Emerson nous le plombe pas, on peut le gagner. Parce que sur la première mi-temps, on est au-dessus d'eux. Et on va toujours rester sur ce match parce que tout le monde dit oui. Il y en a certains qui disent oui. Oui, mais Emerson, il prend un rouge, il a essayé de gruger. D'accord, ok. Mais ne le fais pas. Il y a des caméras de partout et toi, tu te dis, le meilleur moyen, c'est d'essayer de gruger tout le monde et d'avoir mon petit penalty. On va parler de Balerdi, là, sur ce match. Parce que Balerdi, première minute, il fait une faute sur Suarez. Luis Suarez, qui fait une très bonne saison au Sporting et il était où avant? À Marseille. Je dis ça comme ça. Derrière, il se prend un jaune par rapport à cette faute. Et derrière, il refait une faute sur Luis Suarez. Bête, inutile, parce que c'était dans le rond central. On était à deux doigts de la correctionnelle. Moi, là, oui, j'en veux à Emerson, mais j'en veux aussi à Balerdi, parce qu'il a fallu nous plomber le match aussi. Ça s'est arrêté à la deuxième faute là, parce qu'il avait déjà un jaune, mais il a failli nous plomber le match. Sinon, but encore de Peshao. Je réfléchissais à qui avait marqué, mais c'est bien Peshao. Donc, voilà. Derrière, on va avancer, on va aller au match de Lens. J'étais en vacances, donc je l'ai pas regardé. Donc je vais pas commencer à dire non, je l'ai pas regardé, j'étais absent. Derrière, on va aller au match d'Angers. J'étais toujours en vacances, mais j'ai un peu suivi. Doublé de Robinho Vaz, son premier but contre le PFC. En vrai, je suis content que les jeunes marquent, que les jeunes se montrent. On va parler après de Bacola qui arrive. Mais voilà. Donc Robinho Vaz, moi j'ai bien aimé. Il met un doublé contre Angers. Donc, on perd 1-0. Je crois que c'est un but de Sheriff, l'attaquant du Sénégal. On perd 1-0. Et là,
T'as Robinho Vaz qui rentre, qui retourne le match. Ok. Derrière, on se prend un autre but, je sais plus par qui. On fait de 2 contre Angers. Après avoir perdu 1-0 contre Lens. On n'a pas le droit. Si on veut rêver de titre, on veut être sur la plus haute marche du podium, les points comme ça, on peut perdre contre les gros comme Lens, parce que Lens sont champions d'automne. On peut perdre contre Lyon, parce que Lyon, ça reste quand même une bonne équipe, malgré les problèmes qu'ils ont. On peut perdre contre Monaco, même si on les a battus. Mais contre Angers, avec tout le respect que j'ai pour Angers, on peut pas faire match nul après avoir perdu contre Lens. J'ai vu le match de très loin, donc je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais on peut pas. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière, moi, j'ai sur Internet, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des dingueries. Il y en a qui commençaient à dire Robinho Vaz Ballon d'Or 2027, des trucs comme ça. Parce qu'il a mis un doublé, oui, il a battu un record, je crois, depuis 1947. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est ça le problème. Et ça, je vais le dire. Et je vais inclure Arthur Vermeuren parce que après, il y a eu d'autres histoires avec Vermeuren. À un moment, faut arrêter de s'enflammer comme ça. Quand le joueur fait... C'est ça le problème chez nous, c'est qu'en fait, quand le joueur fait un bon match, une bonne entrée, une entrée exceptionnelle, contre Robinho Vaz, contre Angers, il fait une entrée exceptionnelle. Il n'y a pas de souci. Mais derrière ça s'enflamme pour rien. Ballon d'Or 2027. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit, la Ballon d'Or? Est-ce qu'on sait c'est quoi le niveau d'un Ballon d'Or? Oui ou non? Mais c'est une dinguerie, moi, ce que j'entends. Ballon d'Or 2027. Laissez le joueur progresser, laissez le joueur rentrer, essayer de s'exprimer, En fait, des commentaires comme ça, vous pensez pas que ça arrive pas à la tête du joueur? En fait, les commentaires comme ça arrive à la tête du joueur, ça monte le joueur, ça monte l'entourage autour de joueurs qui sont là. Ouais, tu vas être Ballon d'Or 2027, t'as le potentiel pour être Ballon d'Or 2027. Et c'est comme ça que les grosses têtes se créent. Et c'est comme ça que les joueurs veulent moins travailler, vont moins s'entraîner, parce que on les monte. On est là, Ballon d'Or 2027, mais ça va pas ou quoi. Maintenant, pour parler de Vermeuren, pour moi, j'estime c'est le meilleur milieu de terrain que l'on a avec Højbjerg à Marseille. Mais il y en a qui ont commencé à dire Kevin De Bruyne. Mais ça va pas ou quoi? Vous savez c'est qui Kevin De Bruyne ou quoi? Kevin De Bruyne, c'était le meilleur joueur en PL dans la meilleure période de la PL. Kevin De Bruyne, c'est une légende de ce sport. Arthur Vermeuren, avant il était en Belgique, à Charleroi, si je ne me trompe pas. Il se fait recruter à l'Atlético Madrid, c'est compliqué. Derrière, il va se refaire un peu en Allemagne. Et là, il arrive à Marseille où il fait des bonnes choses. Il n'est pas exceptionnel, mais moi je le trouve vraiment bon. Et je trouve que ce serait intéressant de activer son option d'achat. Mais jamais j'ai dit De Bruyne. Jamais j'ai dit Pedri. Jamais. Mais ça va pas ou quoi? En plus, ils ont même pas dit un joueur plutôt bon actuellement, tu vois. Si on dit Vermeuren, parce que j'ai vu qu'il aimait bien Iniesta et qu'il regardait du Iniesta. Vermeuren qui s'inspire d'Iniesta, il n'y a pas de souci. Vermeuren qui peut essayer de s'inspirer d'un Pedri, même si, pourquoi pas. Mais les gens qui disent Vermeuren, Kevin De Bruyne, mais oh, est-ce qu'on regarde le même sport? C'est ça le problème. En fait, les joueurs, on les met en avant et on les détruit en un match. En fait, vous pouvez pas prendre une saison entière et on juge sur la saison. Et arrêtez les comparaisons débiles de Twitter qui mènent à rien. Moi, personnellement, ça me gave. Les comparaisons comme ça, Kevin De Bruyne, Vermeuren, Robinho Vaz, Ballon d'Or 2027. Ok, on s'enflamme. Et même moi, je m'enflamme. Même moi, je le dis. Pour moi, actuellement, Geronimo Rulli, c'est le deuxième meilleur gardien du monde où il est sur le podium depuis le début de la saison.
Et pour moi, Mason Greenwood aussi, il peut prétendre au podium du meilleur ailier droit du monde. Derrière Yamal, derrière Olysée, mais il peut discuter à la 3e place. Mais jamais je vais commencer à dire Barcola c'est meilleur que Pedri, c'est meilleur que Odegaard, Barcola, je prends l'exemple de Barcola. Mais voilà. Donc là, c'était un deuxième coup de gueule que je voulais passer. Les trucs comme ça, moi, ça me saoule clairement. Ça fait avancer personne. Ça fait pas progresser le joueur. Ça fait pas avancer le joueur. On est là, c'est bon. Robinho Vaz, depuis son entrée à Angers, est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a été décisif? Je pense pas. Et alors qu'on vient de battre 6-0. Ah non, il était pas là, je pense, au dernier match de Coupe de France. Je sais plus. Je l'ai pas regardé. J'étais en famille. Bref. Mais voilà. Mais moi, les comparaisons comme ça, là, stupides, les enflammades, là, comme ça, de tweetos, pour moi, ça fait pas avancer la chose. On est supporter, il n'y a pas de souci. Chacun supporte le club comme il a envie de le supporter, et je l'entends. Mais faut être un minimum objectif parfois. Et pas dire n'importe quoi. C'est que mon avis. Après, chacun voit les choses comme il veut. Derrière, on va aller au match de l'Atalanta, chez nous, où on perd 1-0. Et là, on va parler du match. Tout le monde va dire, oui, l'arbitrage. Non, moi là, pour moi, c'est pas arbitrage. Là, pour moi, l'Atalanta, déjà, a un penalty arrêté par El Grande Rulli. Premièrement, nous, on est nuls. Personnellement, je trouve qu'on s'est pas mis au niveau Ligue des Champions. Donc voilà. Derrière, il y a un but hors jeu. Il y a un but qui a été refusé pour hors jeu contre nous, de Lookman. Donc déjà, là, il y a un truc. Donc déjà, il y a un but refusé pour hors jeu pour Lookman. Ok. Il y a un pénalty arrêté par Rulli au tout début de match. Ok. Derrière, on arrive à la fin de match. T'as Ederson qui avait pris un carton jaune. Et tac. On arrive. Il y a une main d'Ederson. Oui. Mais derrière, qui nous dit que le penalty, on l'aurait mis? C'est ça le truc. Avec des si, on refait le monde. Oui, mais si on avait eu ce penalty, on aurait pu marquer et peut-être gagner le match. On n'était pas à l'abri que derrière Samardzic, si je me trompe pas, marque. Dans l'euphorie, etc., on n'était pas à l'abri qu'on se fasse cueillir à froid. Et derrière, c'était pas Rulli dans les cages au tout début de match. Bah, il y a but pour l'Atalanta. Il y a but. Donc, je crois que c'était Charles de Ketteler, mais je suis pas sûr, qui tirait le penalty. Mais bref. Mais voilà. Donc, avec Dessy, on refait le monde. Oui, on s'est fait voler par l'arbitrage. Non. On a fait 90 minutes à 11 contre 11 pour essayer de faire la différence. Donc, pour moi, on s'est pas fait voler par l'arbitrage. Pour moi, contre l'Atalanta et contre le Sporting, c'est honteux, les défaites. Et honteux pour l'exigence qu'on veut. Après, on a réussi à bien rebondir, donc on va en discuter après. Mais pour moi, contre l'Atalanta, pour moi, contre Madrid, oui. En fait, en soi, on pouvait arracher un nul. Donc, en fait, j'ai été beaucoup plus frustré contre le Real Madrid parce que je me disais, on pouvait faire un résultat là-bas parce qu'on a fait un gros match. Mais contre le Sporting, non, on n'a pas fait un bon match du tout. Et contre l'Atalanta, on n'a pas fait un bon match. C'est ça la vérité. On continue, on va aller jusqu'à Newcastle, où là on fait... est-ce qu'on fait un gros match ou pas ce que je me rappelle, oui, ça va plutôt. Ça va. On se fait cueillir à froid. Dès le début, on se prend un but, mais derrière,
Euh, mais derrière, on réagit bien. Là, je veux parler de Bacola. Parce que Bacola, tu le mets titulaire en Ligue des Champions. Tu l'envoies comme ça au front, tac. Tu l'envoies comme ça au front. Pas de souci. Bacola fait le taf. Sur le début de match, sur la première mi-temps, il est très bon. Moi, je le trouve bon. Vraiment. Il est passeur décisif pour le premier but d'Aubameyang qui égalise. Derrière, Aubameyang marque un deuxième but. Bacola sort. Là, tu t'es dit que Bacola a montré quelque chose. Là, tu t'es dit, Bacola, match à pression, au Vélodrome, en Ligue des Champions, contre une grosse équipe, contre Newcastle. Et le milieu de terrain de Newcastle, on en discute ou pas? Tonali, Sandro Tonali et Bruno Guimaraes. Bah, un Bacola qui fait le taf et qui est passeur décisif pour le but de Aubameyang. Le match qu'il a fait, moi je l'ai trouvé énorme, personnellement. Moi je lui mettrais un 8, un 8, 9 sur 10. Pas un 10 non plus parce qu'il n'a pas mis triplé 6 passes D, mais moi j'ai trouvé ce match extrêmement sérieux. Et personnellement, il a fait un gros match. Derrière, on va aller au match de l'Union Saint-Gilloise, directement. J'en ai fait un débrief, donc je vais pas en parler. J'en ai fait un débrief, donc vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne. Mais là, les 3 matchs qui se suivent, LOSC, l'Union Saint-Gilloise, Monaco, je les ai tous débriefés. Et tous sont inquiétants. Au final, on joue 6 matchs en Ligue des Champions. On en perd 3, on en gagne 3. On est plutôt bien placé. Et là, on finit la première partie de saison sur le podium. 3e. Derrière Lens et le PSG. Félicitations à Lens qui sont champions d'automne. Alors, maintenant, on va passer aux joueurs. Non, je vais commencer par le coach. Alors, le coach est là depuis l'année dernière. Moi, personnellement, j'en suis satisfait. Moi, personnellement, il est là. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Moi, je regarde les résultats comptables avant de regarder la manière de jouer. Parce qu'on va revenir on va parler vite fait de la saison 2012-2013 ou de Elie Bop, quand il était là à Marseille. Elie Bop, c'était quoi? On a gagné, je crois, nos 8 premiers matchs avant de se prendre 4-1 contre Valenciennes, si je me rappelle. Et c'était quoi? C'était Valbuena, Gignac. C'était pas beau à voir. De ce que je me rappelle, bon, j'étais plus jeune, etc., il n'y a pas de souci, j'avais 11-12 ans, mais pour moi, c'était pas beau à voir. Et là, qu'on aime des Zerbi ou qu'on n'aime pas des Zerbi, et il fait des erreurs, et oui, même moi je vais le reconnaître, mais il y a des choses intéressantes. Moi je vois des choses intéressantes, dans le sens où parfois il y a des séquences de jeu qui me plaisent. Moi la première mi-temps contre le Sporting, ou la première mi-temps contre l'Ajax, même si c'est un adversaire moindre, ça m'a plu. Donc voilà. Et après De Zerbi, en fait, ce que moi je lui reproche, c'est le turnover. En fait, à chaque fois il change son 11, il cherche encore son milieu de terrain et il n'arrive pas à le trouver. C'est ça le problème. En fait, le milieu de terrain, on a vite eu la blessure de Ahmed Junior Traoré et on a vite eu la blessure de de Amine Gouiri, qu'on pouvait faire jouer en 10 derrière Aubameyang ou derrière un Robinho Vaz. Et en fait, il n'y a aucun autre joueur qui donne satisfaction. Même si pour moi, je vais donner mon milieu de terrain idéal et mon milieu de terrain why not, ce serait bien de l'essayer, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Mais en fait, Matt O'Reilly avait bien commencé. Et derrière, c'est compliqué.
Donc, en fait, voilà. On continue. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ça fait extrêmement longtemps que je parle. Oui. Alors, contre Newcastle et derrière l'Union Saint-Gilloise. Lille contre le LOSC, on fait un match honteux, mais vous pourrez aller le voir sur le débris sur ma chaîne. Des Herbie aussi, il y en a qui sont là, des Herbie out. Mais pourquoi? Pour qui? C'est ça le problème. Parce que ces gens-là ne pensent pas au après. Ils sont dans l'émotionnel. Et moi aussi, hein, quand je regarde le match, je suis dans l'émotionnel. Et je pète un câble. À l'occasion, si les voisins vous passez par là, tout va bien, rassurez-vous. Mais moi aussi, je pète un câble. Contre un Balerdi, je pète un câble. Parfois, quand il y a des buts, je hurle, des trucs comme ça. Mais à un moment, faut doser. Les désherbis out. Pourquoi? Là, tout n'est pas parfait, je suis d'accord. Parce on gagne pas tous les matchs 6-0, on n'a pas le jeu du Barça, d'accord, etc. Mais faut qu'on se rappelle qu'on est Marseillais. Et c'est une grande équipe. Hein. Et je ne crache pas sur l'héritage. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a des très bons joueurs. Pas tous, mais on a des très bons joueurs. On a Mason Greenwood, on a Jérôme Rouli, on a Naïef Aguerd, on a Benjamin Pavard, on a Pierre-Emile Højbjerg, on a Aubameyang, on a les Guiri, on a des joueurs comme ça. Vous voulez qu'on revienne avant à Garcia, quand il y avait Rolando, Adil Rami en fin de carrière, Patrice Evra en vacances, Valère Germain, Kostas Mitroglou, des trucs comme ça. Qu'on peut revenir à cette équipe, hein, si vous voulez. Hein. Mais moi, cette équipe me plaisait pas. Donc là, les gens qui sont là, des Herbie out, etc. Pourquoi? Pour qui? Si on doit changer de coach, soit c'est parce qu'il y a une série de défaites catastrophiques, genre 10 défaites, un truc monstrueux, ignoble, il n'y a pas de souci. Soit c'est en fin de saison, c'est en fin de cycle. Parce que De Zerbi n'aura pas atteint son objectif, on n'a pas été qualifié au second tour de Ligue des Champions ou au match de barrage, et parce que, parce que aussi on n'a pas été sur le podium en Ligue 1. Là, ok, pas de souci, De Zerbi out, on le met dehors. Mais là, pour qui? Parce que là, c'est pour faire les 14 000 changements comme en 2023-2024, où on commence avec Marcelino. Derrière, c'est Abarnado qui prend l'intérim. Mais en fait, derrière, c'est Gattuso qui arrive. Mais derrière, en fait, on prend Jean-Louis Gasset. Rest in peace, Jean-Louis Gasset, à l'occasion. Rest in peace, je vais dire, si tu passes par là. Mais c'est pas possible. Et cette blague est de très mauvais goût. Je n'ai pas fait exprès. Mais voilà. Et on en reparle de cette saison, on a fini 8ème. Voilà. Donc les De Zerbi out. Pourquoi? Pour qui? Ok, sur un coup de sang, on le met dehors. De Zerbi, merci, au revoir. On prend qui? Qui sont les grands coachs encore? Les grands coachs ont tous un poste ou ne veulent pas de poste. Donc en fait, à un moment, c'est ça le problème. Les De Zerbi out. Pourquoi? Pour qui? De Zerbi fait des erreurs. Et il n'y a pas de souci. Il y a des choses, il y a des compositions qu'il met, il y a des joueurs qu'il met sur le terrain que moi, j'apprécie pas. Mais moi, j'ai jamais été en mode De Zerbi out. Il a fait une grosse saison. Il nous emmène en Ligue des Champions. Derrière, le mercato peut être un peu plus compliqué. Il y a l'histoire Rabiot qui n'arrange personne, dont lui. Et derrière, on est là, De Zerbi out, à chaque défaite, Et j'ai pas apprécié le 2-2 contre Angers. J'ai pas apprécié le 2-2 contre Toulouse, qui est aussi scandaleux, le dernier but. Des trucs comme ça. Mais là, force est de constater que dans le jeu, c'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de choses à voir. On ne voit pas réellement la patte des Zerbi, très peu. Et la passe à 10 à derrière, moi, ça me plaît pas. Et je suis d'accord. Mais De Zerbi, aujourd'hui, c'est le coach de l'Olympique de Marseille et il faut faire avec.
Tant qu'il n'y a pas une série de défaites catastrophiques, ou tant que lui ne décide pas de partir, il partira pas. Parce que s'il réussit à réaliser ses objectifs, si imaginons aujourd'hui on gagne la Coupe de France en fin de saison, plus personne ne va dire un des derby out, des derby out. Si on va en quart de finale de Ligue des Champions, on gagne la Coupe de France et on finit sur le podium, personne ne va dire des derby out, des derby out. Voilà, c'est ça le truc. Donc les changements d'avis, là, les derby out, stop. Pourquoi? Pour qui? Moi, je veux entendre quelqu'un qui veut dégager des derby, il n'y a pas de souci, mais dis-moi pour qui? Tu prends qui si tu dégages des derby? C'est pour qui? Parce qu'actuellement, Xavi Alonso, il est en difficulté au Real Madrid, mais s'il part du Real Madrid, c'est pas pour venir à Marseille. Je pense pas. Et il viendra pas reprendre un projet comme ça au milieu de la saison. La PL sera dessus parce qu'il intéresse beaucoup la PL. Donc c'est ça le truc. Et qui dit nouveau coach, dit nouvelle façon de jouer. Et qui dit nouvelle façon de jouer, dit mercato très mouvementé avec 15 départs, 15 arrivées, les trucs qu'on n'aime pas. Donc, voilà. Des derby out, pas de souci, mais on prend qui? Qui est le grand coach qui est encore libre? Un grand coach qu'on peut atteindre, bien sûr. Et qui est libre? Commencez pas à me sortir des Jürgen Klopp. Hein. Faut doser. Hein. On a réussi à avoir des grands coachs et des grands joueurs à Marseille, mais Klopp, il a soit pas envie de coacher, soit il va aller au Real ou il va prendre une nation, je pense. Bref, voilà. Mon point là sur des derby, c'est fini. On va passer aux joueurs. Là, on va essayer d'aller très vite parce que la vidéo elle va être super longue sinon. Alors, pour commencer, top Rulli, Haggard, Mason Greenwood. Les trois vrais tops, c'est eux. Haggard parce qu'il stabilise une défense. Haggard, c'est le patron de la défense. Aujourd'hui, c'est notre meilleur défenseur. L'un des meilleurs défenseurs du championnat de Ligue 1. Facile. Nayef Haggard, c'est monstrueux en défense. Derrière, Rulli, l'un des meilleurs gardiens au monde, actuellement. Je sais pas qui est devant, à part Courtois. Et il est en bataille encore avec Neuer, parce que Neuer, ça reste un peu sérieux quand même. Après, je sais pas. Mais pour moi, Rulli, l'impact qu'il a, les points qu'il fait gagner, il nous évite une défaite humiliante au Bernabeu, hein. Et ça, c'est juste, il nous arrête à pénalty contre l'Atalanta, mais derrière, on perd le match honteusement. J'en ai déjà parlé. Voilà. Donc, en fait, Rulli dans les gros matchs, dans les petits matchs, il est tout le temps là. Il a eu une période un peu de moins bien, là, sur cette fin d'année, mais là, il est contre Monaco, il est bien revenu. Et pour terminer on va terminer avec Mason Greenwood. Quoi dire? En fait, l'année dernière, on lui reprochait d'être absent dans les gros matchs. Là, on va prendre le match contre le Real Madrid. Il est bon. Il n'y a rien à dire. Il est passeur décisif. Contre l'Ajax, même si c'est moins fort derrière, l'Ajax, il est bon. Il est buteur. Contre l'Atalanta. Non, pas contre l'Atalanta. Contre l'Union Saint-Gilloise, il met un doublé. Et on va passer son quadruplé contre le Havre, on va passer son doublé contre Nice. Cette année, Greenwood, il est très bon. Cette année, Greenwood, pour moi, il est sur le podium des meilleurs ailiers droits au monde. Et je suis ouvert à la discussion. Attention, hein, je dis pas c'est un débat. Là où je suis moins ouvert à la discussion, c'est avec oui. Avec Greenwood, je peux être ouvert à la discussion. Et je parle que sur le début de saison. Je parle pas sur les accomplissements passés, donc les Doué, etc. La saison dernière, Doué a fait une meilleure saison que Greenwood. Il a été double buteur en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions. Ok, Yamal aussi a été très fort, etc. Moi, je parle sur ce début de saison. J'ai pris l'exemple de Doué, mais je peux prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, hein, y a pas de souci. Mais voilà. Donc ça, c'est mes trois tops. Alors, derrière, il y a un quatrième qui arrive, c'est Højbjerg. Parce que Højbjerg, son début de saison était inquiétant. Moi, personnellement, ça m'inquiétait. J'étais en mode, oula, c'est quoi ça, Højbjerg, oula là là là.
Et après, au fur et à mesure, il est monté en puissance. Il s'est installé au milieu de terrain. Alors, après, pour conclure comme ça, on va terminer avec les révélations. Et les révélations, moi, je mettrais... je mets Emerson, je mets Bacola, je mets Robinho Vaz, et je mets... qui je peux mettre? Weah. Et Timothée Weah. Alors, par où commencer? On va commencer par Emerson. Oui, il nous fait perdre le match contre le Sporting. Mais globalement, c'est assez sérieux, en fait, son début de saison. Moi, je le trouvais assez sérieux et il m'a surpris parce que moi, j'étais en mode « Oulala, on recrute Emerson. Son passage à Lyon n'a pas été foufou. Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui ?» J'étais en mode « Ok, d'accord, Emerson, on n'est que sur un bon Euro 2021. » Mais c'est pas... J'étais inquiet en vrai quand Emerson arrivait. J'étais en mode « Oulala, quelqu'un qui va encore prendre l'eau. » C'est un recrutement de panique de dernière minute. Moi, j'aurais bien voulu Ben Sebaini. J'aurais bien voulu Grimaldo, parce que je crois qu'il était libre cet été. Donc, voilà. Mais il m'a surpris. Très sérieux défensivement. Il apporte un peu offensivement. Il tire plus ou moins bien les corners coups francs. Franchement, franchement, il m'a surpris. Donc, c'est pour ça que moi, je le mets dans une révélation, mais pas dans la case révélation. C'est un jeune qui a explosé, etc. Derrière, on va passer à Robinho Vaz. À Robinho Vaz, l'année dernière, il est rentré un peu... Il s'est plus révélé l'année dernière. Mais cette année, il a commencé à être décisif. Pendant un moment, c'était le 2007 le plus décisif d'Europe. Mais pour moi, j'en attends un peu plus. Et j'en attends un peu plus de Robinho. Et j'en attends un peu plus de De Zerbi. Parce que faire jouer Aubameyang 90 minutes en Ligue 1 par-ci, 90 minutes en Ligue des Champions, Aubameyang, il a 36 ans. Et si tu le veux frais, si tu le veux à 100% pour les gros matchs du LDC, ce qui va retirer de la pression à Robinho Vaz et aux autres joueurs, faut que tu fasses tourner l'effectif. Et faut que tu n'hésites pas à donner ta chance donner sa chance à Robinho Vaz. C'est simple et pas compliqué. Robinho Vaz doit un peu plus jouer. Ce que tu peux faire, c'est faire jouer Robinho Vaz 1 heure sur les petits matchs en Ligue 1. Et quand tu vois que tu es en difficulté, qu'il te faut un but, etc., sur les 30 dernières minutes, tu fais rentrer Aubameyang. Ou Aubameyang, tu le fais sortir plus tôt. Tu fais sortir plus tôt Aubameyang à l'heure de jeu et tu fais vraiment rentrer Robinho Vaz. Après, il y a eu quelque chose d'intéressant que De Zerbi a essayé, c'était l'association Robinho Vaz, Pierre-Emerick Aubameyang. Personnellement, je sais. Il y a eu des choses intéressantes, des déviations, des 1-2, mais personnellement, je suis pas convaincu. Je sais pas. À voir. Je sais pas. Voilà. Mais Robinho Vaz doit jouer plus et De Zerbi et Robinho Vaz doit montrer plus. Et quand il a dû sûrement entendre, ou son entourage a dû sûrement entendre Vaz Ballon d'Or 2027, ça lui a peut-être monté à la tête, on ne sait pas, ou ça a peut-être monté son entourage. Et en fait, peut-être qu'il se voit peut-être plus beau qu'il n'est vraiment. Et ça reste un très bon joueur, mais qui est encore jeune et qui doit progresser. Derrière, on va passer à Bacola. Alors au début de la saison, j'étais frustré dans le sens où je voyais l'ignoble Gomez, moi que je trouve pas bon, et comme beaucoup, le Matt O'Reilly qui est là, c'est tout. Ça me frustrait parce que je me disais, mais Bacola, il vaut quoi Bacola, il vaut quoi? Je regarde pas les jeunes pour savoir. Et en fait, quand tu mets Bacola, bam, en LDC, match au Vélodrome, contre une grosse équipe,
Sandro Tonali et Bruno Guimaraes en face, au milieu de terrain. Et que lui, il sort ce match sous la pression du Vélodrome, en LDC, etc., c'est pas anodin. C'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, ce qui m'a, moi, personnellement énervé derrière, c'est qu'il a moins joué. On le faisait rentrer, mais en fait, pourquoi pas l'installer? Voilà. Et en fait, derrière, Weah, c'est le couteau suisse. J'en ai parlé sur le débrief contre Monaco. Weah, c'est le couteau suisse de l'équipe. Au Barça, il y en a un, c'est Eric Garcia. Au Real, comme j'ai dit, il y en a un, c'est Federico Valverde avant qu'il commence à faire la starlette. Mais Weah, c'est le couteau suisse, il est surprenant et en tant que latéral droit, il est titulaire. J'en parle beaucoup plus sur ma vidéo débrief du match contre Monaco, donc n'hésitez pas si vous voulez savoir, allez voir. Derrière, maintenant on va parler des déceptions. Et mon avis va pas plaire à certains. Alors moi, en tant que déception, déjà il y a des joueurs, je comprends pas ce qu'ils font encore dans l'effectif. Lirola, Blanco, les trucs comme ça là, les Mopé. Un jour il est pas là, un jour il est là en entraînement avec l'équipe, un jour il est sur le banc, un jour il est en tribune. Oh, ok, on n'arrive pas à le vendre, mais à un moment faut être clair. À un moment, contre Auxerre, où on gagne 1-0, il y a l'entrée de Lirola. Mais what? Mais on vit où, là? J'étais en mode, mais il est encore là, lui? C'est une dinguerie. Lirola, il a plus la tête au foot. Maintenant, on va parler de Kondogbia. Kondogbia, pot de vin, c'est très bien, hein, c'est bien écrit, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai dit dans un débrief précédent, c'est pas une chaîne où je débriefe de la musique. T'es tout le temps blessé, vu le salaire que t'as, et quand tu joues, t'es pas bon. Tu nous coûtes un penalty contre le Real, y a pas un match où je t'ai trouvé bon. Oui, contre le Real, t'as fait un bon match au-delà de ta faute sur Rodrigo dans la surface. Mais sinon, y a pas un match où je te trouve bon, en fait. Tes rentrées sont catastrophiques. Je crois que c'est contre Toulouse ou quelque chose, ou un match là, il y a pas longtemps en Ligue 1, où tu te fais prendre à revers sur un but. Non, en fait, c'est pas possible. Derrière, on va continuer. De qui parler maintenant? Ah oui, ok. Maintenant, ce que je vais vous dire, Pavard, j'ai pas d'avis parce qu'il a fait des très bons matchs et derrière, il a eu un moment où où ça a été compliqué pour lui. Balerdi, moi je suis pas fan de Balerdi. J'en ferai peut-être un jour une vidéo spéciale, mais je suis pas fan de ce joueur. Pour moi, on lui a trop laissé sa chance. On s'est aussi trop enflammé sur lui, alors que c'est un défenseur moyen plus sur ses bons jours. Et je comprends pas pourquoi il est capitaine. Pour moi, le capitaine, ça doit être Rouli. Il doit pas avoir de discussion. Pour moi, le joueur exemplaire à Marseille qui a jamais failli depuis qu'il est là, ou très peu, c'est Rouli. Donc pour moi, le capitaine doit être Rouli. Bref. On continue. Alors, ce que j'aimerais bien voir, moi, sur cette deuxième partie de saison, c'est des tests. Mais toujours avec des résultats. Alors, on a un problème au milieu de terrain. Pour moi, il y a deux joueurs qui doivent plus sortir du 11, c'est Pierre-Emile Højbjerg et Arthur Vermeulen. Ils doivent plus sortir du 11. Plus. Les deux sont très bons, les deux ensemble, ça marche bien. Voilà. Ce que moi j'aimerais personnellement voir, c'est qu'on le teste quand Ahmed Junior Traoré va revenir. Ahmed Junior Traoré en 10. Pourquoi pas? Bientôt il y a une vidéo Mercato qui va arriver et j'aurai l'occasion d'en parler. Mais Ahmed Junior Traoré, il revient de blessure, pourquoi pas le tester en 10?
Ah, c'est pas clinquant, c'est pas un nom qui fait rêver, d'accord, ok, pas de souci. Si le joueur est efficace. Si moi, sur la deuxième partie de saison, Ahmed Junior Traoré, c'est 5 buts, 8 passes, parce qu'il a été titulaire en 10, c'est 5 buts, 8 passes décisives, 1, 2, 3, 8 passes décisives, ça me va très bien. Ou sinon, t'as toujours la solution Amine Gouiri en 10. Tu joues avec Amine Gouiri en 10, Aubameyang, Peshao et Greenwood devant, et un milieu de terrain, Højbjerg et Arthur Vermeuren. O'Reilly, Gomez, les trucs comme ça, les joueurs comme ça, Kondogbia et tout, c'est sur le banc. Pour moi, ça doit pas être titulaire. Matt O'Reilly, il doit être sur le banc pour dépanner, ou qu'il y ait une blessure, ou tu veux faire souffler quelqu'un, parce qu'il n'y a pas d'option d'achat sur Matt O'Reilly, donc en fait on gagne rien à le faire jouer plus que ça. On gagne rien à absolument le mettre titulaire, à absolument l'intégrer. Et Gomez, en fait Gomez, il faudrait qu'il soit dans la rotation, et que tu le fasses rentrer 20 minutes en fin de match, pour essayer de débloquer quelque chose. Et c'est comme ça que tu vas remettre le joueur en confiance. C'est pas en le forçant titulaire. Et au final, il fait pas des bons matchs. Et au final, il se fait décrier par les supporters et par les journaux. Derrière, moi, si on veut un milieu de terrain un peu plus défensif, un peu plus équilibré, donc sans mettre Ahmed Junior Traoré en 10, sans mettre Amine Gouiri en 10, on peut mettre Bakola. Donc on fait un milieu de terrain Højbjerg, Vermeuren, Bakola. Et c'est très bien. Et en fait, comme ça, ce serait bien que Bakola, à l'occasion, tu prolonges. Et derrière, en fait, c'est que t'installes Bakola. Et on le voit, Bakola, sur plusieurs matchs. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Parce que, en fait, faut savoir tout de suite si Bakola contre Newcastle c'était un pétard mouillé ou c'était vraiment son vrai niveau. Bakola, c'est énorme au milieu de terrain. Donc tu mets un milieu de terrain Højbjerg, Vermeuren, Bakola. Moi, j'y vais. On y va. On teste. Pour moi, ça sera pas pire que Gomez, ça sera pas pire que Matt O'Reilly, ça sera pas pire que Bilal Nadir. On n'en a pas parlé de Bilal Nadir, mais son début de saison, ses entrées étaient intéressantes. Ses entrées en fin de partie de première partie de saison, ça frôle le ridicule et le catastrophique. Voilà. Voilà, moi j'ai dit ce que je voulais. J'ai dit un peu tout, j'ai parlé un peu de tout, la vidéo est extrêmement longue, mais fallait faire le point sur la première partie de saison et let's go, voilà. Donc si le contenu, ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre un like à la vidéo, à mettre un partage. Ok. Plus jamais des vidéos aussi longues, parce que là, je pars dans tous les sens. Non, et voilà, plus sérieusement, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. Si je me suis trompé, sur certains points, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. J'ai pu donner mon avis, surtout un peu sur le début de saison, sur le mercato, sur l'histoire Rabiot, Rao, et j'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo. Salut!